Certainement, certainement. C'est d'abord, c'est le conseiller est la première porte d'entrée vers le marché de l'épargne. Et c'est lui, d'abord, quand on parle d'épargne, il y a une relation de confiance qui doit s'installer entre le conseiller et son client. Et à travers cette relation de confiance, on peut établir avec les clients, définir ses objectifs, ses besoins et ses projets. Quand on parle de l'assurance, enfin de la retraite complémentaire, c'est effectivement, c'est un produit intéressant, mais comme son nom l'indique, c'est pour préparer la retraite complémentaire, pour compléter les revenus à l'âge de la retraite. C'est ça l'objectif final. Donc on est sur un produit à long terme et pour compléter, parce que tout le monde sait que, comme il l'a dit Faisal, le taux de sortie au moment de la retraite, ça va pas être 100% du salaire. Donc il faut compléter, on est habitué à un niveau de vie. Et pour maintenir ce niveau-là, il faut le compléter par des revenus complémentaires. Après, il y a d'autres besoins qui sont là. Il y a, et on l'a dit tout à l'heure, il y a par exemple préparer la scolarité des enfants, peut-être dans 1 an, 2 ans. Il y a d'autres mécanismes qui peuvent répondre à ce besoin. Peut-être on est sur un projet d'investissement, d'acquisition. Donc voilà, c'est toute la stratégie qui est définie. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, ça commence d'abord par le meilleur conseil à donner au client, et c'est le rôle du conseiller. Il y a l'éducation financière et puis il y a aussi, on va dire Et le conseiller a un rôle parce que aussi le client, il apprend à travers son conseiller. Tous ces dont on parle aujourd'hui, c'est le rôle du conseiller de le présenter au client et de lui montrer tous les mécanismes et le mettre en confiance. Et voilà. Et aussi, bon, on a parlé tout à l'heure de la technologie. Je vais peut-être revenir très très rapidement. Je pense que elle va jouer un rôle de plus en plus important. Aujourd'hui, dans les pays développés, donc quand vous rentrez dans les grandes plateformes de brokerage par exemple ou de fonds au PCVM, à l'entrée, vous avez ce qu'on appelle un robot advisor. Effectivement, on parle d'intelligence artificielle, ça peut pas être très compliqué, mais des fois c'est des choses simples. Vous rentrez certaines données, votre âge, ce que vous avez des enfants, etc. Vous avez une question qui est très... dans la plupart, faites le test. À quel niveau de salaire, de votre dernier salaire, vous voulez vivre et pendant combien de temps? Et à partir de ça, on fait un calcul. On dit, voilà, ben, les meilleurs placements pour vous, en fonction de votre âge, par exemple, c'est tel ou tel support pour que vous puissiez arriver effectivement à être à 80% de votre dernier salaire, ou à 60, ou à 120. Et c'est des calculs assez basiques qui reprennent en fait ce qu'on a dit tout à l'heure sur que ce soit sur les placements boursiers ou sur les placements de taux, donc sur l'historique, pour essayer de reconstituer en fait cette partie de ce salaire que vous allez perdre. Mais il y a un a priori, justement tout à l'heure, Monsieur Hervé en parlait, il y a un a priori par rapport à ce volet de confiance. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes client et que vous n'êtes pas initié, et que vous allez voir votre conseiller, dans votre agence bancaire, et qu'il vous conseille sur tel ou tel produit à souscrire, vous êtes systématiquement dans la logique de « il veut me placer ce produit parce qu'il est commissionné dessus ». Et donc, quand bien même c'est pour votre intérêt, il y a aujourd'hui un problème de confiance chez... Dans toute relation, que ce soit commerciale ou de service, la notion de confiance est importante. Ben, c'est comme le patient qui va chez son médecin. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de bon remède. Tout simplement. D'abord, il faut que ça parte de cette relation. Quand on s'adresse à un médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord par vous diagnostiquer. D'accord? Et par la suite, poser des questions pour voir de quoi vous souffrez, de quoi vous avez besoin. Et par la suite, il vous prescrit le bon remède. Voilà, c'est exactement la même chose, c'est le même schéma chez un conseiller. C'est d'ailleurs, on dit, on se dévoile chez 3 personnes, son médecin, son avocat et son banquier. Je vais me permettre de rebondir sur la remarque de Sikarim, notamment sur d'être sûr, par exemple, aux États-Unis. L'histoire est différente pour de bonnes raisons. Enfin, je vais vous ramener dans les années 80. Les premiers à vouloir défier la finance, c'était des joueurs au casino.
Au début, c'était voilà, des érudits des maths ou de la physique qui voulaient battre les casinos avec un ratio de X% pour pouvoir le faire. Certains ont réussi, notamment un nom très connu qui s'appelle Blair Hull, qui avait une compagnie qui s'appelle Hull Trading, qu'il a revendu à Goldman Sachs pour des millions de dollars par la suite. Vous avez Don Farmer, c'est un physicien qui à la base était dans la météo, et c'était le premier sur la théorie du chaos à avoir modélisé les tornades aux États-Unis et de pouvoir les prévoir 5 jours avant au lieu de 3 jours, ce qui était hyper important pour le gouvernement américain de pouvoir prédire ce type d'événement pour pouvoir évacuer les gens, entre autres. Ces gens-là ont fini par comprendre que leur force de frappe, d'ailleurs Farmer avait le premier à avoir inventé un ordinateur vestimentaire pour battre le casino à la roulette, et il avait réussi à le faire. D'ailleurs, c'est présenté dans un musée, et ces gens-là ont fini par comprendre que ça, c'était applicable à la finance. C'est-à-dire que les éléments auxquels fait référence Sikalim, c'est basé sur des données historiques. Et en général, d'ailleurs, Don Farmer avait créé une boîte qui s'appelait Prediction Company, qu'il avait revendue plus tard à UBS. Prediction Company faisait en sorte de faire des calculs mathématiques, parce que les maths aussi rentrent en jeu dans ces histoires-là. Faut pas, c'est des maths aussi, c'est des statistiques. Et il a réussi à vendre, à rajouter de la valeur ajoutée. Enfin, de mémoire, je pense qu'il utilisait le ratio de Sharpe. Je n'ai pas révisé mes maths, mais je pense que c'est le rendement annuel moyen divisé par l'écart type des rendements, qui lui permettait d'avoir des prévisions un peu plus vérifiées que d'autres. Et ces éléments-là aident aussi dans la prise de décision. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, ces messieurs-là ont utilisé la technologie pour avoir des calculs rapides, avoir de la donnée en temps réel et pouvoir prédire ce qui peut se passer avec, j'allais dire forcément, un ratio qui est ce qu'il est, mais peut-être un peu mieux que les autres. Autre critère, le critère fiscal. Quel poids a-t-il dans cette équation? J'ai beaucoup parlé de la fiscalité. Pour moi, c'est important. Le critère fiscal, c'est important. C'est un argument pour moi majeur pour placer un produit par rapport à un autre. La retraite complémentaire, clairement, il y a un grand avantage fiscal, que ce soit à l'entrée ou que ce soit à la sortie. Donc nous, quand on fait des calculs pour des montants importants à la sortie, en moyenne, on sort avec une fiscalité de 20%, contrairement à une fiscalité à la source de... Ça dépend des tranches, mais généralement entre 30 et 38%. Maintenant, à la sortie, si on paye 20%, ces 20% sont largement payés par la rentabilité sur les 20 ans de constitution de la retraite complémentaire. Donc, la fiscalité, c'est un élément important. Après, pour les autres produits, on compare avant d'investir. Je vais être un peu obligé de comparer, par exemple, deux produits. Si on veut investir sur un dépôt à terme, par exemple, même si c'est pas les mêmes horizons de placement, parfois on est obligé de mettre de l'argent à court terme, choisir par exemple un dépôt à terme à 3 mois ou 1 an, par exemple. Ce dépôt à terme, il est imposé, la plus-value générée par le dépôt à terme, elle est imposée à 30%. Un contrat d'assurance plus que 8 ans, il est totalement défiscalisé. Donc le client, il fait ses calculs selon son horizon de placement, selon son besoin, et ça on l'a dit. Et si on a les mêmes besoins ou on a les mêmes horizons de placement, le facteur majeur deviendra la fiscalité pour le... Exactement, parce que ça impacte aussi le rendement net in fine. Donc si on a si je prends par exemple un dépôt à terme aujourd'hui, je dis n'importe quoi, il est à 3%, avec une fiscalité de 30%, ça nous ramène à 2% net. Donc ça impacte le rendement. Donc l'avantage fiscal ou la fiscalité, pour moi, c'est déterminant dans le choix du support de placement. Cheikh Hnout, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je veux dire, je pourrais pas dire autre chose. Hein. La fiscalité est effectivement très importante. Et c'est pour ça que voilà, des fois, ça peut pas être compliqué quand on n'est pas initié
de se retrouver. Les régimes fiscaux ne sont pas les mêmes. Effectivement, les produits classiques, compte sur carnet, dépôt à terme, sont fiscalisés autour de 30%. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte lorsqu'on le fait. Les OPCVM, c'est entre 15 et 20. Le plan d'épargne action, à bout de 5 ans, c'est 0. L'épargne retraite, ça dépend effectivement si c'est ce qu'on défiscalise à l'entrée ou à la sortie. Bon, tout ça, faut pouvoir s'y retrouver. Et je vais peut-être refaire le lien avec votre question précédente sur le rôle du conseiller. Et vous avez dit, oui, effectivement, on a un peu peur lorsqu'on a devant un conseiller parce qu'on a peur qu'il soit dans une posture de vente. Si vous êtes devant un conseiller qui vous dit on a trouvé le produit miracle, c'est mettez tout dans un seul produit, je pense que vous avez raison d'avoir peur. Voilà. Après, en termes de fiscalité, ce qui est sûr, c'est que le législateur a mis en place tout un arsenal, enfin des mesures fiscales pour justement encourager l'épargne. Maintenant, à quel niveau de fiscalité? Bien évidemment, si on s'adresse à des contrats où là on investit dans des contrats de retraite complémentaire parce qu'à la base il n'y a pas de fiscalité parce que c'est déductible du salaire brut, donc bien évidemment à la sortie il y a un avantage fiscal pour les rendements générés ou pour le capital constitué. Après, pour les comptes à terme, ça reste aussi un bon placement avec un cadre fiscal, même si on est à 30%, mais c'est des 30% libératoires, c'est-à-dire qu'on n'intègre pas dans le revenu, et c'est parce que au début, le taux de rendement, il est connu à l'avance. Après, quand on s'adresse à des produits comme les OPCVM en fonction de la nature du placement, donc maintenant, est-ce qu'on investit dans de l'action ou dans de l'obligation ou dans le monétaire? La fiscalité change. Et ce qui est intéressant également, c'est que tous ces prélèvements-là, en termes d'OPCVM, sont libératoires d'hier. On n'a pas de déclaration à faire et on n'inclut pas dans le revenu global. Après, il y a même des incitations fiscales quand on parle du PEA, plan d'épargne action, et justement pour encourager l'investissement en action, il y a une exonération totale de la plus-value générée au bout de 5 ans.